Quatrième table ronde à l'occasion de ce colloque organisé par l'Union régionale Bretagne et CFE-CGC. Nous allons aborder le dialogue social et l'adaptation du travail face aux effets du changement climatique. Le climat change, le monde du travail doit s'adapter. Oui, mais comment ? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place ? Quelles sont les pistes ? Comment protéger les salariés, adapter les organisations sans les fragiliser ? Comment organiser cette transition dans les entreprises et surtout les plus petites ? Comment entreprises, syndicats et territoires peuvent-ils agir ensemble ? C'est ce que nous allons aborder avec Frédéric Maud. Frédéric Maud, vous êtes président de l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui est un organisme de conseil sur la prévention des risques. Alors, je signale que vous n'intervenez pas au nom de l'OPP-BTP, il vous aurait fallu un mandat pour ça, mais vous êtes présent et vous avez naturellement cette sensibilité, dira-t-on, même si vous n'êtes pas mandaté pour intervenir. Damien Leduc, vous êtes chargé de mission à l'ARACT Bretagne, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est évidemment une antenne régionale de l'ANACT, l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et Arnaud Bagaria, délégué syndical CFE-CGC à la PAV, qui est un peu au fait de ces questions de transition. Frédéric Maud, commençons par vous, prenez donc le micro. Alors concrètement, dans le bâtiment et les travaux publics, comment le dialogue social a-t-il permis une adaptation du travail au changement climatique ? C'est un travail mené déjà depuis quelques années parce qu'on pense systématiquement à votre secteur, le BTP, comme fer de lance sur l'adaptation aux conditions de travail aux conditions climatiques. Merci d'abord pour l'invitation. Je vais faire une toute petite présentation. Je m'appelle Frédéric Maud, donc je suis président de l'organisme, alors pas professionnel, c'est l'organisme paritaire de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, qui est un organisme qui existe depuis 1947. Donc c'est un espace entre professionnels dans l'acte de construire. Je suis également secrétaire fédéral à la CGT Construction, Bois et Ameublement, en charge des questions de santé au travail. Et justement, on ne dissocie pas l'exposition, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'exposition au dérèglement climatique et la santé au travail. Parce qu'on trouve que c'est un levier qui est puissant et pour le coup, tout le monde se rend à l'évidence. Par exemple, on a aujourd'hui, nous faisons face, enfin pour les salariés d'extérieur, on n'est pas les seuls, hein. Il y a aussi le milieu agricole, il y en a d'autres. Nous faisons face aujourd'hui à une barrière thermique quasi infranchissable. Je suis avec mon camarade de la CFE-CGC, on est dans la même entreprise et nous sommes des constructeurs de routes. Donc nous, par exemple, le matériau arrive à 160 degrés. Donc quand il fait 45, on a des amplitudes thermiques à 70 degrés à 1 mètre du sol. Donc on a arrêté de prendre des jobbers d'été, on a arrêté de prendre des intérimaires non aguerris, etc. Et néanmoins, on a quand même des victimes. Donc voilà, les choses s'imposent. On a pu obtenir le congé intempérie pour forte chaleur en 2024. Il y a un décret qui est tombé. Alors ça reste à l'initiative de l'employeur. C'est 6 ans de bagarre. Mais nous avons eu l'appui de pas mal d'employeurs finalement. Parce qu'eux disaient, mais si c'est une perte sèche à chaque fois qu'il fait trop chaud, on ne tiendra pas, quoi. Et selon le GIEC, il va quand même falloir s'habituer à suivre ces épisodes. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi maintenant les amplitudes thermiques. On l'a vérifié, même en Bretagne, hein, même si on n'est pas la région la plus touchée par les fortes chaleurs, mais on peut très bien avoir des températures de 6 degrés une journée et 15, 16, 18 le lendemain. Et le corps humain est pas fait pour ça. Il nous faut 10-12 jours pour nous habituer au froid ou au chaud. Et là, on voit bien que c'est plus le cas. On travaille sous inondation, on travaille sous tempête. Donc voilà, alors, l'idée est de l'intégrer dans les documents uniques de santé-travail. Ça n'est pas seulement dans du dialogue social interprofessionnel, également la société civile. Nous participons également, enfin moi j'en fais partie de la délégation, au Conseil de Paris, et c'est la commission Paris 50 degrés. Alors on dit Paris, mais c'est pour l'ensemble des métropoles finalement. Nos métropoles ne sont pas faites pour le chaud, voire le très chaud. Elles ont toutes été réalisées contre le froid, l'orientation des bâtis, nord, sud, etc. Alors que du coup, aujourd'hui, on se retrouve à une échéance thermique quasi infranchissable. 50 degrés, Paris, comme Rennes, hein,
n'est plus habitable. Nous, on rappelle qu'en 2018, juillet 2018, le pic de chaleur était de 46,4 sur Paris, donc on est quand même pas loin, et encore une fois inhabitable, donc ça commence à inquiéter et nos politiques et la plupart des dirigeants, etc. Vous avez évoqué l'évolution du décret sur les congés intempéries, l'évolution donc pour les fortes chaleurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? C'est-à-dire que tout employeur qui juge que la situation devient trop dangereuse pour ses salariés en fonction des tâches qu'ils ont effectuées, peut les retirer du travail. C'est une forme de chômage technique, finalement, et il aura une compensation financière. Alors, pas intégrale ni rien, mais c'est intéressant dans le sens où on peut avoir des PME, des TPE, où la situation financière est sans doute tendue et qui, pour ces raisons-là, n'arrêtaient pas. En courant le risque qu'il y ait un drame survienne. L'hyperthermie est un risque mortel. C'est pas. On a les conclusions d'un médecin en Clermont-Ferrand qui conclut le décès d'un jeune couvreur sur son cerveau a fondu. Donc c'est des choses. On est alimenté par la sphère médicale, par des chercheurs, etc. Et donc on arrive à pousser nos pions là-dessus. Les négociations entre organisations syndicales et organisations patronales sur ces questions, sur ce dialogue social qui adapte les conditions de travail liées au changement, se déroulent comment? Bon, moi, je suis dans le BTP depuis 37 ans. On a un patronat qui est ce qu'il est. On a celui qui mérite, que je qualifierais de rugueux. Donc, il nous formate également. Du coup, on est obligé de s'adapter. Ce mot, au départ, j'étais gentil. Hein. Et on a ce levier. En fait, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est ce levier santé-travail. Parce que pour le coup, on a des employeurs qui soutiennent. Hein, de toute façon, ils sont pas tous. Voilà, c'est multiple. Hein, l'environnement est multiple. Mais sur ceux qui donnent le là dans nos professions, en France, voire en Europe, ce sont les majors que beaucoup connaissent, Vinci, Bouygues, Eiffage, enfin qui brassent. Et si on arrive à les convaincre, eux, on sort en général par le haut. Cela dit, tout le monde a conscience des enjeux et des problèmes qui se posent, et qui vont se poser de plus en plus. Alors, tout le monde en a conscience. Je ne sais pas si c'est au même niveau. Je fais partie de la génération où on a connu l'entrepreneuriat avant la bascule dans les entreprises financiarisées, ce qui n'est pas du tout le même quotidien, et qui, dans l'échelle des priorités, ont modifié les choses. Autant auparavant, on était hors reporting, hors tableau Excel, hors tout ceci. Et ça laissait place au bon sens, finalement, sans que ce soit formalisé. Aujourd'hui, c'est quand même le cours de la bourse. J'entendais sur l'épargne salariale, c'était intéressant, parce que nous, on le vit de l'intérieur de Vinci. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout, mais enfin, c'est pas grave. Eux, l'échelle des priorités, c'est la rentabilité, parce que c'est 340 000 salariés dans 140 pays, c'est 3500 entreprises, enfin, ils sont là-dedans. Alors, le climat, oui. Et en même temps, on a aussi une carence du politique qui donne pas un cap clair et bien défini. Plein de choses se font, chacun dans son coin. Par exemple, l'entreprise où nous sommes salariés, tous les granulats pour les sables, les cailloux, tout ça, ils ont fait les hangars pour mettre à l'abri, pour moins chauffer, tout ça. Alors des choses existent, mais on n'a pas un cap politique tout à fait défini. D'ailleurs, dans la période... Alors un coup, il faut trouver 60 milliards, après il faut en trouver 15. Enfin bon, on se demande comment ils calculent, c'est assez impressionnant. Et on voit bien le recul opéré sur les budgets qui étaient auparavant alloués au dérèglement climatique, alors que les enjeux sont colossaux. Mais est-ce que les organisations patronales sont quand même un peu motrices dans ce domaine auprès des politiques? Il y a un dialogue quand même? Alors on n'est pas invité quand le haut patronat de la finance rencontre Bercy ou le ministère du Travail ou de l'Intérieur. On a quelques fuites, mais pas l'impression que ce soit leur priorité première. Mais à chaque fois, on a toujours vécu ça. C'est contraint et forcé et les capacités d'adaptation. Par exemple, dans les nouveaux bâtis, les nouveaux matériaux, les nouveaux process pour les réalisations d'ouvrages, on est toujours dans l'adaptation. Je vois les jeunes apprentis dans les centres de formation d'apprentissage qui, eux, ont l'instruction
plus récentes, et qui arrive en stage sur des chantiers, qui dit mais c'est pas ça qu'on a vu à l'école, on est encore à l'ancienne. Il y a des efforts qui sont faits, chacun de son côté. Moi, je crois beaucoup à la transversalité et au multimodal. Le tout électrique, par exemple, on est salarié du premier carrier de France. Hein. Le tout numérique, le tout électrique, c'est l'extraction des métaux rares. Il n'y a pas plus polluant que l'extraction des métaux rares. Alors le carnage, comme il se fait pas en Europe, il se fait en Centrafrique ou en Amérique du Sud, du coup on le voit pas, mais je vous invite à aller sur YouTube et vous verrez les bassins de boue qui cèdent et la pollution qui va sur plusieurs siècles. Donc il y a aussi cette contradiction entre ceux qui pensent que la technologie va tout régler et ceux qui prônent l'inverse, c'est-à-dire on revient aux chevaux, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça la contradiction forte. Je n'ai pas forcément un avis tranché d'ailleurs, mais voilà. Et entre tout ça, la profession s'adapte au fil de l'eau. On est habitué à ça, on l'a toujours fait. Sauf que de notre point de vue, du point de vue des organisations syndicales, nous estimons que les enjeux sont tels qu'il faudrait vraiment limite un plan Marshall. Plan Marshall, c'est quand on reconstruit un pays, une ville après une guerre. D'ailleurs, chez nous, à chaque fois qu'il y a un conflit, une tornade, un machin, c'est champagne parce qu'on sait qu'ils savent qu'ils vont avoir du boulot. C'est très dérangeant. Un peu cynique. Ouais, très cynique. Et donc, du coup, oui, on est là-dessus. Mais tant qu'il n'y a pas, encore une fois, il y a les politiques emportent une part des responsabilités parce que le cap sur le multimodal et la transversalité est pas complètement défriché. Et donc, tout va reposer sur les entreprises, au final. C'est elles qui... Ben oui, mais c'est un peu facile. Alors, pour le coup, sans me faire l'avocat du diable, mais c'est comme la sinistralité et les accidents du travail, les maladies professionnelles, tout repose sur l'entreprise. Ça fait 200 ans que ça dure, ça ne marche pas. Je reviens de Londres, chez les anglo-saxons, s'il y a un drame ou une pollution industrielle ou quoi que ce soit, ça va de la maîtrise d'ouvrage jusqu'au dernier sous-traitant. Tout le monde est au pied du mur et la sphère judiciaire s'empare du phénomène. Ça n'existe pas en France. Le politique a décidé, l'entreprise, elle fait tout, elle se débrouille. Ça ne marche pas. Et en termes de prévention, ça ne marche pas non plus ou c'est très moyen ? Après, en termes de prévention aussi, on commence à évoluer sur plusieurs choses. Ils ont un souci d'attractivité dans le bâtiment et les travaux publics. Ils ont un souci d'attractivité, donc le levier santé-travail et le levier environnemental, notamment avec les plus jeunes générations qui, eux, ont grandi, élevés là-dedans, tout ça, portent ça, et ils sont beaucoup plus mobiles que ne pouvait l'être notre génération. C'est-à-dire que nous, on rentrait dans une boîte, en général, c'était pour y rester. Eux, si la perte de sens au travail, selon leur conception, ne convient pas, je vais voir ailleurs. Donc ils ont aussi ce souci-là pour garder leur personnel. Damien Leduc, pour l'ARACT, vous avez des travaux en cours, des expérimentations dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ? Bonjour et merci pour l'invitation. Je précise juste que le A de ANACT, c'est pas association, mais c'est agence. Oui, agence. Ouais. Agence référant à ce que nous sommes un établissement public administratif, donc porteur d'une mission de service public dont la finalité est de contribuer à notre manière à l'amélioration des conditions de travail. Et pour le dire un petit peu autrement, c'est à la prise en compte des enjeux du travail et des conditions de sa réalisation dans le nominal, on va dire, de l'activité de l'entreprise, mais aussi à l'occasion de transformation, de projets, quelle que soit la nature, et y compris celle qui porte sur la transition écologique. Alors, peut-être pour répondre à votre question et partiellement, et je ne m'attendais pas à cette question pour démarrer. On l'avait évoqué. Hein, c'est ce que nous, on va appeler, si je le traduis en message anactien, c'est l'adaptation, c'est le travail réel en fait. Hein, c'est le travail tel qu'il se présente et pas tel qu'il était prévu qu'il se passe. Alors on a effectivement, et j'ai mon collègue Jean-Alain Gourette là, que vous avez peut-être vu pour certaines et certains d'entre vous sur le stand de l'ARACT tout à l'heure, qui mène une expérimentation. Alors Jean-Alain, mes excuses par avance si je le dis mal, tu pourras le dire fort de ta voix qui porte, sur une action sectorielle, alors plutôt pour les TPE. Hein, nous, notre cible privilégiée, c'est plutôt d'agir auprès des TPE-PME. Alors c'est pas nécessairement ce qu'on fait exclusivement, pour un certain nombre de raisons, on n'a pas le temps nécessairement d'en discuter là.
Et là, la visée de l'expérimentation, qui est une manière pour nous d'accompagner les organisations, ça se fait en lien avec l'U2P et la CAPEB auprès d'entreprises qui œuvrent sur la rénovation du bâtiment. Donc là, on est vraiment dans la très petite entreprise. Et la question qui se pose à eux, et on peut, si on s'extrait même du secteur du bâtiment, on l'entend dans d'autres secteurs, y compris commerce ou autres, c'est de se dire... En quoi c'est un sujet pour moi, déjà, pour commencer, parce que c'est pas si évident que ça, pour tout un chacun. On en parle beaucoup, des enjeux climatiques, environnement, des enjeux de transition, mais de réussir à le traduire dans son champ, et y compris pour des dirigeants d'entreprise ou pour les salariés de l'entreprise, vous voyez, il y a parfois nécessité de faire un petit travail d'accompagnement et de traduction sur l'impact à court, moyen, voire potentiellement un peu plus long terme, et pour réussir à intégrer ce questionnement-là dans le fonctionnement actuel, futur de l'entreprise. Et donc là, l'accompagnement, là, il vise à produire, on va dire, cet état de conscience, je vais le dire comme ça, sur les impacts potentiels, et faire progressivement émerger un peu des projets et des besoins. Comment on va pouvoir... Et faire du dialogue social un levier vers la transition ? Alors, en fait, dans ces petites entreprises, et tu me corrigeras Jean-là, mais il ne me semble pas qu'il y ait de dialogue social au sens institué, par l'existence ou non de CSE, auquel cas, nous, on va s'appuyer sur le dialogue social qu'on appelle professionnel, c'est-à-dire la mobilisation et la participation des salariés. Alors, ça ne veut pas dire de tous les salariés tout le temps, ça veut dire des salariés pertinents pour instruire le sujet dont il est question. L'évolution d'une manière de faire sur un chantier, le fait qu'on va utiliser progressivement peut-être un peu moins de certains matériaux et un peu plus d'autres, qu'on va céder de certains équipements qui n'existent pas nécessairement encore aujourd'hui, on va dire dans le système productif, et d'aller chercher les salariés qui vont être exposés à ces situations pour partir de dis-moi comment tu travailles aujourd'hui, comment tu t'y prends. Qu'est-ce que ça produit en termes de performance, c'est-à-dire est-ce que ça permet de faire les chantiers tels qu'on a négocié qu'ils se passent, et comment ça va sur le plan de la santé ? Alors pas seulement sur l'existence d'affectation sur la santé, mais aussi comment ça va, comment je me sens dans mon métier. Donc c'est pas seulement le fait qu'il y ait un accident du travail ou autre, mais c'est aussi comment je projette mon aujourd'hui et mon demain sur mon travail, et d'essayer progressivement de réfléchir au travail tel qu'il va se présenter demain. Tiens, faire ce chantier-là, si demain j'utilise plus ce matériau-là et plus cet équipement-là, comment je vais m'y prendre pour arriver au résultat attendu, c'est-à-dire la rénovation, elle est faite. Et donc nous, on va aller créer les conditions que l'expression sur le travail, par la voix de celles et ceux qui le font, parce que ce sont les mieux placés pour le faire, puisse être prise en compte dans le projet et que ça puisse instruire le projet. Pas pour l'empêcher d'avoir lieu, mais au contraire, pour lui permettre d'avoir lieu avec une meilleure prise en compte des enjeux autour du travail, des conditions de sa réalisation et de la prise en compte de l'expertise de celles et ceux qui le réalisent. Alors, c'est pour arriver à une transition juste, en fait, au final. C'est que la transition ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Alors, c'est la reformulation de la transition juste vue par l'ANACT, c'est-à-dire à la hauteur et avec la lecture des enjeux sur le travail. On n'est pas des spécialistes pour définir ce que serait une transition juste, mais quand nous, on s'en empare de cette notion-là et qu'on la regarde à la hauteur des enjeux du travail, c'est de se dire la transition ne pourra être juste que si elle prend en compte les enjeux du travail et de celles et ceux qui le réalisent. Si ce n'est pas le cas, alors il est assez probable qu'elle ne le soit pas. Et nous, ce qu'on observe beaucoup sur la question de la transition écologique aujourd'hui, mais on a observé ça sur les transitions numériques, et c'est loin d'être terminé, c'est que, je vais le dire comme ça, et pardon si certains et certaines d'entre vous sont concernés par ça, mais c'est qu'il y a assez systématiquement un angle mort sur, alors, au mieux la qualité de la prise en compte des enjeux du travail, voire l'absence de prise en compte des enjeux du travail. Et ce qui nous amène à parfois pronostiquer des risques en fait sur la bonne réussite du projet. Alors la bonne réussite étant que le projet aboutisse et qu'il produise ce pourquoi il est là, c'est-à-dire un attendu qui va être d'améliorer la productivité, d'améliorer la performance et je ne sais encore, assez rarement améliorer les conditions de travail comme étant un attendu du projet.
Et donc nous, notre propos et notre position, c'est pas du tout de se prononcer sur le projet. On n'a pas à se prononcer sur est-ce que c'est le bon projet ou pas le bon projet. Nous, c'est pas notre position, mais c'est d'essayer d'amener l'entreprise, si j'en parle de manière générale, mais aussi d'outiller les acteurs du dialogue social, autant côté représentant direction, employeur, que côté représentation du personnel, de développer la capacité à prendre en compte ces questions de travail dans le projet et de le faire valoir à l'occasion du projet et d'instruire le projet avec une vision travail. Et ce que nous, on observe quand ça s'est fait, alors ça décale souvent la conduite de projet, parce que ça va amener parfois à faire des détours par le travail et certainement éclairer quelques angles dits un peu morts dans la conduite du projet, mais pour finalement faciliter la réussite du projet et prévenir, alors pardon, je vais le dire comme on l'entend souvent, mais lever ce qu'on appelle souvent les résistances au changement. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez entendu parler. Alors nous, on est un petit peu sensible à cette notion-là, parce que pour nous, elle n'est pas parlante, et elle renvoie à des dimensions, on va dire, au mieux psychosociales, qui sont pour nous pas très pertinentes, parce que ce qu'on observe, c'est que très souvent, quand il n'y a pas une adhésion ou une implication dans un projet de la part travailleurs, travailleuses, et j'y rajouterai les managers, l'impopulation manager, voire direction, auquel on s'intéresse aussi beaucoup, c'est très souvent parce qu'ils ont une incapacité à se projeter dans le futur de leur travail. Donc c'est pas nécessairement, je suis pour ou contre le projet en tant que tel, c'est que j'arrive pas à comprendre comment demain je vais pouvoir travailler. Vous avez parlé d'outiller les organisations, Ouais. direction comme organisation syndicale. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'outil justement utilisé? Bah, si je reste centré sur l'accompagnement, par exemple, d'instances type CSE ou commission SSCT, par exemple, c'est qu'on va aller par... Je pense à une action, et je vois Véronique de l'adresse qui est là, qui était partenaire de l'action, où on a accompagné 6 CSE de 6 structures distinctes, et en fait, on les a fait travailler sur leur travail de CSE. Déjà, de diagnostiquer comment fonctionne leur CSE aujourd'hui, à la fois dans ce que ça a de favorable, c'est-à-dire qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui s'y passent, mais aussi potentiellement des sujets qui font problème. C'est-à-dire, voilà, il y a des sujets qu'on n'arrive pas à prendre en compte, qu'on n'arrive pas à bien travailler. Donc parfois, c'est des questions de méthode et d'organisation. Hein. Je veux dire, on n'a pas, mais c'est juste déjà de s'autoriser à le mettre en travail, ce qui est à peu près rarement fait en fait. Hein. Dans les instances, on court après les ordres du jour et puis on essaie de les tenir. Et là, c'est de se prendre un temps de pause et de réfléchir et de poser les atouts du bon fonctionnement du CSE, mais aussi de poser les axes d'amélioration dans à la fois la manière dont on fonctionne et on travaille ensemble dans l'instance, mais aussi les sujets qu'on a du mal à attraper. Et très souvent, dans les sujets qu'ils ont du mal à attraper dans ces instances, c'est les questions de conditions de travail. Et de transition Alors, aussi de transition, là on s'adressait à des petites structures, enfin petites structures s'entendant là pour nous des moins de 50. Et en fait, la première question qui se posait pour certains d'entre eux, c'est de dire, mais en quoi, à partir de quand et jusqu'où on est concerné, nous, dans notre objet, sur cette question-là. Et en fait, on a utilisé de la ludopédagogie en fait, pour développer une forme de prise de conscience à partir de situations qui concernent plutôt d'autres entreprises que les leurs, pour les aider ensuite à reprojeter ces questionnements-là pour ce qui les concerne. Et ce qui est plutôt assez intéressant, c'est que des structures qui, de prime abord, nous disaient, moi, je suis très concerné en tant que citoyen, ça me concerne comme nous tous, hein, on se pose un peu les mêmes questions, mais je vois pas trop bien ce que ça a à voir chez moi dans ma structure associative, d'accompagnement de différentes populations, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, si. Ils sont tout autant concernés. Et ils sont doublement concernés, c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement subir des impacts, parce que la manière dont la transition impacte les autres va les impacter eux par effet de diffusion, pas en effet immédiat, mais en effet secondaire, et qu'il faut qu'ils se préparent à ça, peut-être commencer à organiser une autre manière de réaliser le travail qu'ils travaillent aujourd'hui, parce qu'il va se présenter sous une autre forme. En gros, la commande de travail va se présenter sous une autre forme. Alors là, ils le subissent un peu, mais rien ne les empêche de se préparer, mais aussi dans leur manière de faire aujourd'hui. Et qu'il y a peut-être d'autres manières de faire qui peuvent limiter, par exemple, l'impact environnement, carbone ou autre, dans une manière de travailler. Et en faisant ça, ce qui est plutôt assez intéressant, et là j'ai l'exemple d'une structure et je ne m'autoriserai pas à la nommer là parce que j'en ai pas l'autorisation, mais quand elle a mis sur la table à l'ordre du jour du CSE et qu'ils ont fait un appel aux volontaires pour se dire
quels salariés ça intéresserait de venir nous aider à instruire cette question-là. Premier étonnement pour eux, c'est qu'il y a eu des volontaires. Le deuxième, c'est que les gens avaient des idées sur le sujet, avaient même des attentes, et que ça a créé plutôt un effet positif de dire nous, ça nous rassure que vous vous intéressiez à cette question-là. Ça crée une forme de lien, et on pourrait peut-être parfois même s'autoriser à peut-être ça crée un peu de sens dans la contribution que j'apporte à mon entreprise, et y compris pour l'aider à être peut-être un meilleur employeur dans sa capacité à mieux prendre en compte les enjeux de transition dans sa raison d'être, en tout cas dans sa manière de produire son bien ou son service. Dimension personnelle, dimension au niveau de l'entreprise, il y a aussi une dimension territoriale qui se pose. Alors, pour nous, cette dimension territoriale, on la regarde notamment au travers de l'action des observatoires d'analyse d'appui au dialogue social qui s'intéressent aux moins de 50. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, l'acronyme, c'est les ODDS. Et donc, nous, on a une fonction avec la DRETS, notamment les services des DETS, de soutien à l'animation de ces ODDS. Donc, on en a un par département breton. Et on va y retrouver les organisations professionnelles côté employeurs qui siègent et les organisations syndicales de salariés. Et quand on interroge ce sujet-là, et on a fait l'exercice à 2 reprises, et la dernière fois très récemment à l'ODEAC, en fait, nous, on va réfléchir avec eux sur comment, à l'échelle de l'instance du dialogue social territorial qu'ils représentent, ils peuvent venir aussi en aide, en soutien aux entreprises de leur territoire, à partir des questions qui leur sont posées, ou pas d'ailleurs parfois, pour qu'ils soient, eux, alors je vais le dire comme ça, mais en offre de services d'appui et de soutien aux entreprises de leur territoire. Et les constats qu'on a fait avec eux, en tout cas qui nous ont livrés lors de on va dire du premier acte de la réflexion sur lien transition écologique, dialogue social, parce qu'encore une fois ça va pas de soi. Il y a eu un premier effet de prise de conscience qu'il y en a un à faire et qu'il faut territorialiser, voire le contextualiser à une forme d'entreprise plutôt qu'une autre, c'est-à-dire que ça ne se présente pas nécessairement tout à fait de la même manière. Et donc là, il y avait un appel il faut qu'on développe de la connaissance, une meilleure compréhension de ce que c'est. Alors pas pour devenir des experts de la transition, je suis moi-même pas un expert en climat ou en environnement, moi et mes collègues, on est plutôt des experts du travail, des systèmes de travail et de la capacité à prendre en compte les enjeux du travail dans tout projet d'entreprise, d'organisation, quelle que soit la forme de l'entreprise. Donc là, ils se sont dit, il faut qu'on développe un minimum de connaissances et de compréhension pour être en capacité d'amener les autres à pouvoir le faire. Donc là, on a beaucoup de guides, d'outils, alors faits parfois par l'ANACT et par d'autres, alors je pense à l'ADEME, mais pas que, qui sont mobilisables. Il y a peut-être un petit mode opératoire, donc parfois on fait l'exercice avec eux pour se dire, finalement, c'est possible de le faire, de développer une forme de pédagogie autour de ça. Très souvent, ça met aussi en évidence que finalement, de le travailler dans une forme de coopération de structure et notamment de lever des potentiels parfois clivages, et je l'entendais à ma gauche tout à l'heure, est-ce qu'on est organisation employeur ou est-ce qu'on est organisation syndicale de salariés? Là, ils se disent, en fait, on voit bien que on en est à peu près au même point, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on ait un qui soit nécessairement énormément plus avancé que l'autre. Alors parfois, ils ont des organisations qui sont, elles, avancées sur le sujet et qui sont aussi là pour les soutenir dans leur action, mais enfin, ça ne traduit pas nécessairement immédiatement des effets. Donc là, on réfléchit avec eux sur comment on peut accélérer cette montée en capacité, je vais le dire comme ça, ou en compétences. Et là, en fait, l'exercice qu'on a fait avec eux cette dernière année, et vous avez le jeu dit Lego Serious Game sur la transition qui est là sur le stand, en fait, on les a mis à l'épreuve d'une situation de transformation d'un atelier de production de Charlotte aux fraises, voilà, où l'enjeu, c'est de changer de fournisseur. Et donc, on n'aura plus des fraises qui arrivent congelées pour produire nos tartes aux fraises. D'ailleurs, je dis Charlotte, c'est l'entreprise Charlotte qui fabrique des tartes aux fraises. Mais on va maintenant rentrer sur des circuits courts et donc on va se faire livrer des fraises fraîches. Vu comme ça, on pourrait se dire, c'est super, c'est dans l'air du temps, sauf que vu du point de vue du travail et du système de travail, ça change tout. Et donc, le jeu Lego, le plateau de Lego, il vise à mettre à l'épreuve, à mettre en situation, chacun porte un rôle. Moi, je suis Gilbert, moi, je suis machin, avec des caractéristiques de salarié, en âge, en expérience, en ancienneté, et je vais devoir me projeter dans la situation actuelle et projeter
les questions que ça me pose, moi, si demain, on doit changer de manière de fabriquer une tarte aux fraises. Il y a un enjeu de compréhension, de connaissance, mais est-ce que la première difficulté pour les entreprises, c'est pas l'incertitude économique pour aller vers des transitions justes ? Alors je ne sais pas si c'est la seule, c'en est une forte, et peut-être encore plus parfois pour les petites à très petites entreprises, où l'horizon temps, il est extrêmement limité, il est très préoccupant et il est prégnant, c'est-à-dire qu'il est là, j'allais dire 24/24 pour beaucoup d'entre elles. Et donc c'est comment j'intègre ça dans un modèle économique sur lequel j'ai en plus pas toujours la main seule. C'est-à-dire que je suis dans une chaîne d'interdépendance, j'ai des commanditaires, j'ai des donneurs d'ordre, j'ai des clients, et dans cette chaîne-là, et si je commence par le client, il n'est pas nécessairement prêt à consentir à payer un peu plus cher la tarte aux fraises que je vais lui fabriquer un petit peu différemment pour supporter un coût un peu différent de fabrication de ma nouvelle tarte aux fraises. Peut-être que j'adresse pas tout à fait le même client. Sauf qu'en même temps, je vais plus pouvoir me contenter de fabriquer des tartes aux fraises, mais il va falloir aussi que je diversifie ma production. Mais je suis pas sûr d'avoir des clients pour ça. Et puis je suis pas sûr d'avoir le fournisseur. Et puis le fournisseur, je vais peut-être pas pouvoir toujours lui reporter une partie de mes contraintes productives. Parce que lui, il va aussi m'imposer, en sa qualité de fournisseur, parfois, de se dire, moi je te livre tant de fraises tous les temps de jours sous tel format, point. À partir de cet exemple, on voit qu'il y a énormément de questionnements, qu'il y en a même de plus en plus qui se posent. Arnaud Bagaria, est-ce qu'à l'APAV aussi, on est dans le questionnement vis-à-vis du dialogue social et de son évolution pour aller vers des transitions justes ? Alors pour nous, pour poser un peu le tableau, on a une responsable RSE depuis à peine 4 ans et elle est directement sous l'autorité du service communication. Voilà, ça pose déjà un peu les bases. Cela dit, je me plains pas parce qu'en 4 ans, on n'est pas très loin de certaines bonnes pratiques qu'on a pu entendre aujourd'hui. Le groupe APAV est maintenant quasiment dans le monde entier et notamment dans le cadre du travail que fait l'entreprise. Ils sont partis sur la base, comme tout le monde, on va changer les voitures. Voilà. Ouais. Ça a été la première des choses, on va électrifier le parc. En plus, les réglementations qui vont s'imposer à eux sur le sujet les incitent à le faire. Mais des intervenants ont déjà dit que de toute façon, on n'aurait sûrement pas la matière pour avoir des voitures électriques pour tout le monde. Donc, par exemple, nous, partenaires syndicaux, CFE-CGC, enfin mes collègues et notre secrétaire général l'a dit, dans cette partie RSE développement durable, Paul étant le référent régional et puis tous ses collègues qui ont travaillé avec lui sur le département, on est dedans depuis un petit moment. Donc on a été force de proposition en disant, écoutez, le véhicule le plus propre, c'est celui qu'on va pas fabriquer. Donc mettez en place les véhicules reconditionnés, y compris pour les collaborateurs. Donc là, on se heurte déjà à une idée de la direction qui est, je suis français, la voiture, je l'aime. C'est ma voiture, voilà. Et pour vous dire, on a à peu près 4000 voitures en contrat avec des partenaires externes pour les donner à nos inspecteurs, à nos consultants, pour aller chez nos clients. Enfin, les donner, les louer, mais voilà. Ça a été la première des choses. Du coup, pendant 2 ans, on a insisté et vœu de notre direction générale au 1er janvier, ça y est, on aura les véhicules reconditionnés qui vont arriver dans la car policy. Ils auront plus de 6 ans et ça sera donc moins cher pour les salariés et donc ça fera du pouvoir d'achat en plus. Donc on associe le tout, on se pose toujours des questions, pourquoi ça va si lentement alors que l'idée paraissait bonne et que ça coûtait moins cher. Voilà. Ça a été la première étape. APAV maîtrise des risques, alors on essaie de faire de la prévention et de la protection. Alors heureusement pour l'entreprise, elle a acquis des entreprises à l'étranger, notamment en Espagne, et notre premier intervenant, Arnaud, lui aussi, vous parlez des dégâts des intempéries sur Valence. Bon, on a croisé les doigts, nos collègues n'ont pas été touchés, nos infrastructures n'ont pas été touchées, mais déjà dans le cadre de la transition, c'est des choses auxquelles il faut commencer à penser. On a été mis au courant de ce que disait donc notre premier intervenant sur l'État espagnol qui donc va prendre à sa charge 5 jours de congés payés pour les gens qui auraient pu être touchés par des catastrophes naturelles. Et finalement, rentrant dans une négociation de 2 jours, on s'est dit, les dons de 2 jours, pourquoi pas faire rentrer dedans la possibilité de faire du transfert de jours entre les salariés pour les territoires qui auraient été touchés. Malheureusement, 15 jours après,
ouragan à Mayotte. On se dit, mais espérons que c'est pas nous qui avons fait le... Voilà. Ça n'a pas pris. On s'est vu faire proposer l'accord à la signature, qui par ailleurs était quand même pas si mauvais que ça. Donc on a signé, on pose la question, pourquoi vous n'avez pas pris les catastrophes naturelles dedans? Pas de réponse de la direction des relations sociales. Par chance, une semaine et demie après, on voit notre directeur général, qui est très communicant, ancien directeur de Suez, très dans la communication. Moins dans le droit, mais en tout cas, on utilise le RSE, et puis le RSE, c'est tout le groupe, donc les pays étrangers sont pris dedans, et on l'en informe. Donc, quand ils notent, on a une petite chance que ça arrive. On a vu pour les voitures, ça a pris 2 ans, mais on se dit que ça pourra peut-être arriver. Une semaine et demie après, l'île est vilaine, inondée. Donc, on a dit, c'est bon, on arrête d'en parler, faites ce que vous voulez, si dans 2 ans ça sort. Mais voilà, donc ça avance, vous voyez, on a des choses, mais c'est sûr que c'est pas la direction qui est force de proposition. Vous parliez, Damien, des changements, donc les CSE sont consultés lors d'aménagements importants, introduction de nouvelles technologies. On a l'impact économique, l'impact social et l'impact environnemental. Généralement, c'est l'impact économique, super ce qu'on va faire, ça va nous faire gagner de l'argent. Impact social, pas d'impact. Environnemental, pas d'impact. Tant que les directions ne seront pas capables d'étudier réellement avec des niveaux de calibration sur les impacts sociaux et environnementaux, que ce soit l'emploi, le salaire ou les conditions de travail. Enfin, la sécurité et l'accident, on le voit bien, mais comme disait Frédéric, on se retrouve avec la transition, enfin la partie climatique, de critères qui jusqu'à maintenant n'étaient que des conditions de travail, le ressenti de la température. Alors moi je suis venu en Bretagne, je préfère la température d'ici que celle qui se faisait dans le sud. L'impact ressenti de la température devient un facteur d'accident, un mort, voilà. Et puis vous pourrez aussi vous reporter au film Trop chaud pour travailler de Michael Lefrançois de mémoire. Où grâce à la CFE-CGC, j'ai pu être invité sur une projection où vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mini-accidents au niveau des reins qui génèrent après des dialyses obligatoires. Enfin voilà, Frédéric Acquiesce, donc il n'y a pas que ça. Donc ça peut créer de la maladie qui pour l'instant est forcément pas reconnu professionnel. Enfin bon, on n'a pas les normes associées. En France, on a bien sûr des règles liées à dans des normes INRS et des choses comme ça, mais rien d'obligatoire, de température, d'arrêt de travail dans le code du travail. Donc c'est des choses qu'il va falloir voir. Et nous, à PAV, en plus de ça, imaginez-vous, on est 8200 salariés, vous allez avoir des gens de bureaux qui vont travailler. Alors allez, on va climatiser les bureaux. Bref, on va avoir des coordonnateurs SPS qui vont aller sur les chantiers, ils vont trouver personne parce qu'ils auront été arrêtés, mais l'entreprise de monsieur va peut-être elle choisir une organisation du travail qui fait que sur leur chantier les salariés à telle température, comme c'est volontaire, ils vont s'arrêter de travailler, pendant que le concurrent sur un chantier identique, lui, il va continuer à bosser parce qu'il aura mis en place d'autres systèmes de prévention. Donc ça va hyper impacter le fonctionnement de l'entreprise, et d'un métier à l'autre, vous allez avoir une entreprise qui a une organisation de travail, vous avez 37h50 par semaine, vous commencez à peu près à telle heure, vous finissez à peu près à telle heure, où il va falloir décaler, travailler tôt le matin, retravailler plus tard le soir. Enfin, donc tout ça, l'entreprise pour l'instant, elle n'est pas, à notre avis, au niveau de faire une intégration complète de tous ces éléments. Alors qu'il y a pourtant une véritable conscience des nouveaux arrivés dans l'entreprise. Il y a quand même une demande, ils embauchent même beaucoup. Et ils entendent quand même ce que disent les nouveaux embauchés qui ont cette sensibilité. Alors ça, les nouveaux embauchés, en tout cas pour nous, syndicats, c'est une force de les avoir parmi nous. Parce qu'il y a des choses auxquelles, franchement, moi là j'ai passé 50 ans, la moyenne d'âge dans la section, on est plus aux alentours des 45 ans, voilà. Heureusement on a des jeunes qui nous rejoignent, et là on a une autre vision, et on a vraiment de nouvelles idées. Je vous parlais des véhicules où le français est quand même bien attaché à sa bagnole, comme il disait l'autre, et là voilà, un nouvel arrivant dit, écoute, moi j'ai plein d'amis qui d'ailleurs travaillent en ville, qui sont plutôt citadins, n'ont absolument pas passé le permis parce qu'ils n'ont absolument pas besoin, on les voit dans les nouvelles générations, ma fille elle a 19 ans, elle est sur Rennes, elle dit non mais moi le permis, qu'est-ce que je vais en faire ici, et donc ils commencent à proposer. Alors vous imaginez, on passe de la voiture, la grosse bagnole thermique, à la voiture électrique, à éventuellement une voiture reconditionnée à 6 ans. Et là, le jeune, il dit « Ah non, mais ça serait bien d'avoir des amis, en fait, pour les collègues travaillards en ville, petite voiture électrique, tu gares facile, t'as pas besoin de permis. » Alors, je vous dis pas la direction qui roule en BM, la réaction en face. Bon, on se marre bien dans nos CSU, dans nos dégos quand on propose ça. Mais voilà, donc déjà, il y a la proposition. Après, ils sont tous intelligents. Je veux dire... sur le coup, ça peut faire marrer. L'idée, elle est prise. Ils y réfléchissent quand même.
Et ils se rendent compte que ça peut marcher. Quand ça marche pas, voilà, on n'a peut-être pas la même façon ou la même envie de rapidité pour arriver à l'objectif, mais au final, ça peut le faire. Ça peut le faire. Vous voyez, pour les voitures reconditionnées, on l'a eu. Je croise les doigts pour les dons de jour en cas de catastrophe climatique, en espérant que ça ne serve pas, bien évidemment. Voilà. Donc oui, toutes ces nouvelles générations, elles sont là pour proposer des choses. Une des dernières choses là, qui nous ont proposé d'ailleurs sur l'aménagement du temps de travail, ils sont là, ils sont en couple. Ils veulent pas d'enfants, et derrière, ils ont des animaux, et si jamais ils ont un animal malade, ils vous disent, moi, le client, j'y vais pas, j'amène mon chat chez le veto. Donc pourquoi ne pas adapter des dispositifs déjà existants concernant les enfants malades, enfin, des absences non rémunérées, mais qui te permettent de pouvoir accompagner ton animal chez le vétérinaire. Et je peux vous assurer que ni moi, ni les collègues qui sont tous un peu plus âgés auraient eu cette idée-là. Mais à la PAV, est-ce que le dialogue social permet vraiment d'aller vers la transition ? Alors du coup, on rame un peu, mais je pense que les 3 premières tables rondes ont permis de voir que c'était un peu ça. Je vous dis, ils sont intelligents, ils écoutent. Plus on est nombreux, plus on a des idées. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Je dirais peut-être pas ça, mais on s'est rendu compte, en tout cas, le fait, alors là je m'adresse à la dame de la DRETS, le fait de faire des formations, en tout cas, avec l'employeur, ou alors le monsieur qui est intervenu aussi, qui disait qu'il avait fait des formations avec ses salariés de l'association tout à l'heure, permet au moins d'avoir la même base de connaissances initiales, ou des enjeux, en fait, qui sont en face. Et nous, ça s'est bien ressenti, notamment dans le cadre de la première formation qu'on a fait avec notre direction des relations sociales sur le comité d'entreprise européen. Voilà. Où nos collègues espagnols, en fait, se retrouvaient au bureau à avoir des décalages d'heures associés aux températures, mais leurs propres clients sur les chantiers, donc voilà, j'invente rien, c'est l'expérience de nos collègues d'Eurocontrol en Espagne, qui fait qu'ils sont obligés d'aller sur les chantiers parce que les chantiers continuent la journée. Donc vous êtes en bureau, on vous décale les horaires, à 15h vous êtes à la maison, vous êtes sur chantier, en plein cagnard, vous êtes sur un bâtiment qui est en construction. Voilà. Arnaud Cazado évoquait tout à l'heure la nécessité de faire du benchmark avec d'autres entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ? Alors du coup, j'interviens en tant que DS à PAV. Mais je connais bien Paul parce que c'est le secrétaire. Moi, je suis le président de l'Union départementale 35. On a un réseau de 35 et plus. Je pense à Christophe Leport qui est là-haut. Et grâce à ça, en fait, le benchmark, il est là. Moi, j'ai finalement que 7 ans et demi de syndicat. J'ai connu les DP, juste. CE suppléant, donc j'y ai pas trop été. Période Covid, parachuté secrétaire de CSE, waouh. Et après un mandat de 4 ans, j'ai dit il faut quand même aller voir au niveau du territoire, au niveau des fédérations, au niveau des confédérations, ce qui s'y passe. Donc une partie de mes collègues m'ont suivi. Ils sont allés voir au Fédé, dans les territoires, et c'est là où ce benchmark, en fait, c'est là où on rencontre nos collègues des autres Fédés. Sinon, on tourne finalement un cercle fermé, où on rencontre nos collègues aussi dans les Fédés, des mêmes entreprises, enfin des mêmes secteurs d'activité, mais d'autres entreprises. Et donc c'est ça qui fait, le fait de se fédérer comme ça sur le territoire, qui permet aussi d'avancer et d'avoir des idées qui viennent du terrain. Enfin, quand je parle avec Paul, forcément, j'ai plus d'idées que si jamais il n'était pas là. Avancer sur le terrain avec des idées concrètes, mais il faut que tout cela ait un sens. C'est pas juste des petites choses qu'on met un peu partout à droite à gauche. Alors voilà, sur ce sujet-là, on va dire qu'on essaie de s'appuyer sur ce que l'entreprise veut, qui est sa politique RSE, la direction qu'elle veut y donner. En plus, c'est un peu plus global. L'image de marque, elle est censée être là. Donc quand on veut faire mal, c'est là-dessus qu'on tape. Ouais. Faut être honnête, voilà. Mais le sens, quand même, on essaie d'impulser, mais malgré tout, on n'est que là pour donner des avis, souvent consultatifs, essayer d'orienter des choses, mais on n'a pas le pouvoir de décision. Donc c'est vrai que tout à l'heure, le monsieur DRH sur Groupama disait, ben voilà, il faut que les représentants du personnel puissent être plus force de proposition. Je suis d'accord avec lui, il faut qu'on le soit. Et si jamais en plus on a des directions qui nous disent ça, on est bien sûr bien plus heureux que d'avoir des directions qui des fois sont un peu plus bornées. Il y a un levier particulier qui permet de faire avancer plus vite votre direction ?
Je vous dirais que, en prenant l'exemple des nouveaux collègues, ils ont envie que ça aille très vite, en fait. Voilà. Je vous ai pris le premier exemple, c'est 2 ans pour avoir des véhicules reconditionnés. Enfin, il y a des transporteurs, ça fait plusieurs années qu'ils ont ça pour leur semi-remorque. Eh ben, faut pas lâcher le morceau, quoi. Hein. Même si on va tous mourir, comme on dit, on aura au moins essayé d'avancer, de faire des choses et de proposer des choses. Parce que si jamais on le fait pas, c'est sûr qu'on finira mal. On va essayer d'être un peu plus optimiste. Est-ce que vous avez des apports, des questions, des propositions, des témoignages sur ce sujet? Le micro est à votre disposition. C'est effectivement souvent en fin de journée. Il y a un peu moins de questions ou de commentaires. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qui a été dit ou est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris, voire choqué? Pas d'apport, pas de commentaires? Ah si. C'est à vous. Merci. Oui, j'avais une question concernant les différences par rapport aux différents secteurs d'activité. Là, ici, vous nous parlez de secteurs d'activité qui sont extrêmement vulnérables face au changement climatique, donc le secteur de l'automobile, le secteur de la construction. Quid des autres secteurs? Est-ce que vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont peut-être plus avancés que les autres sur l'engagement des CSE sur les questions de transition écologique? Si oui, lesquels? Pour le coup, et c'est ce qui est peut-être pas inquiétant, parce que l'humain a cette capacité de résilience assez phénoménale, mais ça va plus vite là où il y a le volume de personnes est le plus impacté. L'agriculture, les marins, la construction, enfin tous les gens d'extérieur, en fait, sont impactés, et notamment, je regarde les études qu'ils ont fait par l'INRA et tout ça, c'est aussi pour la population en général, et les capacités à la souveraineté alimentaire française, par exemple. C'est-à-dire qu'on parlait de Messac-Guipry et les inondations qu'il y a eu récemment à côté. On a tous vu ces champs qui ressemblaient à des lacs et tout. Bon, moi, je suis content, merci, parce que c'est très rare que je me retrouve à côté de chez moi fin de semaine. Et du coup, en discutant avec les paysans du coin, les agriculteurs, ils disent, mais on ne sait pas comment on va pouvoir travailler demain, parce que là, on ne peut pas retourner sur les champs alors qu'il y a du boulot à faire. Hein. Ils préparent les semis pour la saison suivante et tout. Et là, ils peuvent toujours pas intervenir. Donc, il y a aussi cette inquiétude-là qui est beaucoup plus large, parce que ça concerne tout le monde. Il y a des solutions qui sont avancées, mais il y a toujours un coût à payer. La végétalisation des bâtis, ça paraît vachement bien. Hein. Ouais, sauf que ça déclenche aussi des épidémies de paludisme, parce que ça amène le moustique, enfin notamment sur le pourtour méditerranéen. Donc il y a aussi tout. Alors, on peut faire, mais il faut vraiment aller jusqu'au fond des choses. Sur la décarbonation des bétons, des enduits routiers, il y a des entreprises qui font, mais on n'a pas suffisamment de recul. Pourtant, on pourrait favoriser les circuits courts, des choses comme ça. Je vais prendre le bitume, parce que c'est notre matière première. C'est quoi un bitume? C'est le résidu, les déchets de Total, pour aller très vite. C'est les déchets de raffinage. Alors, si on ne les utilise pas dans les routes, du coup, on en fait quoi? Parce que ce résidu, il est neutralisé une fois mis en place. Et pour le coup, on dit ah, c'est sale, ça pue, c'est ouais, ok, mais du coup on en fait quoi? Donc vous voyez, après ça nous reste sur les bras. Sur l'Espagne, et pour avoir beaucoup vécu en Outre-mer et avoir commencé à travailler en Outre-mer, on avait le même rythme de travail qu'en Espagne ou pourtour méditerranéen, c'est-à-dire qu'on travaillait plutôt le matin, on finissait vers 13h, 13h30, on redémarrait vers 16h pour terminer. Culturellement en France, aujourd'hui, c'est pas possible, parce que ça fait des siècles qu'on travaille plutôt de jour, enfin en général pour tout le monde, plutôt de jour, etc. Et ça démultiplie l'amplitude journalière. C'est-à-dire quelqu'un qui habite loin, bah du coup il part de la maison, il est 5h du matin, et il rentre le soir, il est 22h. Enfin il y a toutes ces choses là. Et puis il faut qu'on toilette l'arsenal législatif en France, quoi. Enfin, les plans locaux d'habitation, c'est une aberration. Hein. C'est dans les municipalités, un petit groupe de personnes qui dit tiens, on va faire tout comme ça. Moi, Messac-Guipry, j'habite le bord de Vilaine.
Je suis la seule maison, parce que c'est des habitudes guyanaises, parce que j'habitais bord de fleuve aussi, c'est la seule maison où j'ai fait sur pilotis. Bon, ben, le seul qui n'a pas été inondé, c'est ma pomme. Mais du coup, j'ai rien à refaire. Parce que moi, l'eau, elle est passée dessous. Alors que ce serait normalement, formellement interdit, pas dans nos normes, etc. Ouais, mais il faut changer, il faut toiletter. Enfin, il y a des choses assez simples, finalement, à mettre en place. Bon, on a un appareil d'État et de service de l'État assez conséquent et plutôt peu réactif. Vous rejoignez donc Damien Leduc quand il parlait de dimension territoriale et de mettre tout le monde dans la boucle. Alors, dans les activités, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, vous avez des hôpitaux neufs où toutes les salles d'opération sont en sous-sol sur des terrains inondables. Ils le savent, mais ils l'ont fait. Donc là, je vous dis pas ce que ça va donner le jour où ça va arriver. Et si on parle d'activité médicale, est-ce que aujourd'hui, que ce soit dans le privé ou dans le public, ils ont fait la vérification que leurs installations électriques vont tenir un 46,2 degrés. Ouais. Moi, j'ai acheté une Dacia, il y a pouf, la seule fois où la batterie est tombée en rade, c'était en plein été quand il faisait la canicule. Alors j'étais surpris parce que honnêtement, quand je vous ai compris, les voitures c'est pas trop mon truc. Et le garagiste me dit, vous avez eu de la chance parce que en été comme ça, elles peuvent carrément exploser et vous en mettre sous tout le capot. Mais il me dit, vous êtes le 4e aujourd'hui que je fais une intervention. Jamais j'aurais pensé ça. D'accord? Alors, peut-être que Paul est dans son entreprise d'informatique, peut-être que eux, ils ont réfléchi, ils sont que sur l'informatique, que leur serveur ou leur prestataire de serveur va pouvoir climatiser les serveurs qui vont tenir les fameux 46 ou 50 degrés. Alors qu'à la base, c'est sûr que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est certes les professions qui sont les impactées, soit en accident, soit en maladie, et finalement les agriculteurs, c'est ça, un empêchement du travail à cause du climat. Mais ça va pas être que ça. Imaginez, je suis pas sûr que les pistes d'atterrissage d'avion, à partir d'une certaine température, tiennent la résistance pour que l'avion atterrisse. Alors si vous êtes en bas et qu'il décolle pas, vous avez de la chance. Si jamais vous êtes en haut et que vous voulez descendre, il va falloir changer de pays, mais après il va falloir rentrer à la maison en train. Peut-être pour ajouter, alimenter un élément de réponse à votre question. En tout cas, il y a certains secteurs qui s'emparent de la question et qui essayent de faire quelque chose. Alors, pas nécessairement parce qu'ils seraient les plus impactés a priori, mais parce qu'ils se sentent concernés par le sujet. Alors, je pense, il y en a un certain nombre dans la salle, mais je pense par exemple à l'Union patronale des acteurs de l'ESS, l'UDES, qui a promu un dispositif qui est en cours actuellement avec une invitation de leurs adhérents à réaliser un bilan carbone. Et à partir du bilan carbone, qui est censé être fait, alors je n'ai pas contrôlé, je n'ai pas cette mission-là, mais de manière la plus participative possible pour intégrer l'ensemble et un maximum en tout cas des activités de la structure, déjà pouvoir poser son empreinte et à partir de quoi ça peut déclencher un accompagnement pour aider l'entreprise à atterrir, c'est-à-dire pas seulement à avoir un constat, parce que ça peut être un chiffre brut qui parle assez peu, enfin vous avez des fourchettes, des marges, ça vous positionne, mais ça vous dit pas si c'est grave, pas grave, si c'est urgent de faire quelque chose ou pas, et ça peut déclencher des accompagnements pour essayer de poser, est-ce qu'il y a des activités dans mon modèle qui sont plus impactées, qui sont potentiellement plus à risque et sur lesquelles peut-être il faut que je priorise une réflexion pour aller vers une action corrective ou plus de prévention ou autre. Donc ce que je trouve intéressant là, c'est qu'ils ne savent pas a priori s'ils sont nécessairement plus impactés, touchés, préoccupés par la question, mais en tout cas ils y vont et avec une modalité qui me paraît assez intéressante. Elle n'est pas normative, elle n'est pas coercitive, elle n'est pas imposée, mais c'est une proposition d'aide à poser une forme de diagnostic finalement sur l'état de mon modèle d'affaires et son potentiel risque face à cette question-là pour engager de l'action. Et l'idée étant après de le faire de manière inter-entreprise, de telle sorte aussi à produire un peu ce qui se disait tout à l'heure, c'est-à-dire le réfléchir ensemble. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de solution évidente toute faite, qu'on est probablement tous ici porteurs d'un bout de ce qui pourrait faire solution.
Et c'est de le mettre en commun. Et il me semble que ce sujet-là de la transition écologique, contrairement peut-être à d'autres sujets on va dire, qui préoccupent et concernent les questions de travail, et on n'en manque pas de sujets, mais ce sujet-là, ce qui souvent il produit, alors à minima comme réflexion, la question est de savoir comment on le traduit ensuite en dispositif d'action, mais il produit peut-être plus d'ouverture à le travailler ensemble, c'est-à-dire coopérer, collaborer pour intégrer cette question-là à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un secteur, d'une fédération, voire parfois, alors c'est une question un petit peu, parfois un petit peu polémique, hein, et je pense que Véronique verra ce à quoi je fais référence, mais pourquoi pas s'ouvrir en tant qu'entreprise à des acteurs de la société civile qui sont porteurs de quelque chose que j'ai pas. C'est-à-dire la capacité sur un territoire à aller travailler ou en tout cas réfléchir avec des associations par exemple, qui sont engagées sur la question de la transition écologique. Et ça, on commence à l'entendre, parfois à le voir dans certaines entreprises, et c'est plutôt assez intéressant à observer, assez original, hein, parce qu'il y a assez peu de sujets sur lesquels finalement cette question de créer des conditions d'une ouverture, alors après ça pose la question de comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de ce que ça produit potentiellement, mais comment aussi potentiellement ça déclenche un autre niveau d'implication de certains salariés pour contribuer à cette réflexion, à cette question-là. Ce qui n'est pas sans poser de questions, et je finirai là-dessus, mais aux acteurs du dialogue social institutionnel, pour avoir eu parfois certaines discussions portant sur est-ce qu'on ouvre ou pas, et quel statut on donne à cette discussion avec des acteurs qui n'ont pas de légitimité dans l'entreprise, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas salariés. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui se discute là? Quel statut on lui donne? Est-ce qu'on s'autorise ou pas à le remettre dans ce dont on discute dans les instances, par exemple, ou pas? Donc on voit que ça déplace aussi des questions assez classiques, on va dire, dans le fonctionnement notamment des instances, mais c'est plutôt intéressant. Alors nous, on trouve ça intéressant parce qu'on l'observe et on essaye de l'accompagner, hein. On n'est pas dans les problèmes que ça pose concrètement au quotidien, mais on voit que là, il y a des pistes. En fait, il y a une autre manière de penser, à la fois la manière de poser la problématique, hein, pour le dire clairement, pour mettre le doigt dessus, mais aussi penser comment on peut construire des solutions à l'échelle, voilà, peut-être un peu plus large que l'entreprise seule dans son territoire.